club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et vous, bonjour à tous, vous qui êtes sur la route peut-être, soyez prudents même si c'est un beau week-end ensoleillé que l'on nous prévoit partout. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur la page Facebook de Sud Radio, vous êtes très nombreux. Alors l'ami Jean-Luc, on est bien là, on sort les décapotables tellement il fait beau en ce moment. Ouais, on va même, alors pas forcément être en décapotable, mais on va aller faire un tour au Mans, puisque c'est rare qu'il fasse beau au Mans. Oui. Moi j'essayais, je viens de me faire quelques ennemis. Donc on va aller faire un tour au Mans pour parler en fait de la route des vacances pour les Français. Alors c'est les 24 heures, vous le savez évidemment, mais est-ce que les Français vont prendre leur voiture pour partir en vacances? On va se poser la question. Est-ce que la route des vacances est une source de stress ou de plaisir? Et puis, quels sont les comportements inavouables des Français sur la route? Moi, je ne vous dirai pas tout me concernant, je vais le garder un petit peu pour moi. Nous allons aussi parler, alors puisque vous savez que cette émission est la vôtre et que vous êtes toujours extrêmement attendus, 0826 300 300, je dis extrêmement attendus par plaisir d'être avec vous. On va parler d'une sale histoire qui est arrivée à quelqu'un qu'on aura au téléphone, où sa Dacia a fait brûler la maison. Oui, sa voiture électrique a mis le feu à sa maison. Voilà, et donc on aura le plaisir de le rencontrer. Et vous avez une question à poser, un témoignage à apporter, une voiture à choisir grâce aux questions et aux côtés pratiques conseils de l'ami Jean-Luc, 0826 300 300. Que deviennent les pneus? Oui, qu'est-ce qu'on en fait quand ils sont usés, hein? À part ceux qu'on a autour de la taille pour aller à la plage. Moi j'en ai encore un petit peu d'ailleurs. Et puis alors ce rendez-vous que j'aime beaucoup, Classic Car, va nous amener sur un bel événement organisé par un monsieur qu'on aime beaucoup tous les deux, qui s'appelle Olivier Debras. Exactement, c'est en région parisienne, dans le 77 à Vincy-Manœuvre, et vous pourrez aujourd'hui et demain aller y découvrir. Alors des voitures, ce sera principalement des voitures d'avant-guerre qui vont même rouler, puisqu'ils ont fait un petit circuit. Donc on expliqua tout à l'heure. L'ami François Roudier y est. Enfin, il y a beaucoup de gens amoureux de la voiture. Plein de gens très bien sont là-bas. Voilà. Et sauf nous. On peut pas. On peut pas être au four et au moulin, si je peux dire. On peut aller au moulin après 14h. Allez, c'est parti, 0826 300 300. Vous avez également l'opportunité de nous écrire et on vous accueillera plus tard dans une autre émission. Vous nous envoyez un mail, jeparticipe@sudradio.fr en mettant bien On parle auto dans l'objet du mail et évidemment vos coordonnées au plus complet. Et puis on vous accueille sur Sud Radio, la page Facebook, tout de suite. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Voilà, par exemple, on a Taïrou qui nous écoute depuis le Burkina Faso, à Ouagadougou, sur la page Facebook de Sud Radio. Stéphane aussi qui est avec nous. Et ben là, on va aller un petit peu moins loin, on va aller au Mans. On va retrouver Jonathan Tucheban qui est le directeur de Roule. Alors, qui est toi? Alors, bonjour Jonathan. Bonjour. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites au Mans? Vous roulez pour rouler. Non, alors on est aux 24 heures du Mans parce que ça fait presque 10. Quand je dis les événements, c'est à cause de la conjoncture. Le prix du carburant. Ouais, le prix du carburant. Alors, ils renoncent pas à la voiture, mais ils changent leur plan de vacances. On a quand même 55% des interrogés qui disent qu'ils vont revoir leurs plans initiaux à cause de l'inflation, de l'augmentation des prix du carburant notamment, mais de l'inflation en général. Juste une chose, Jonathan, vous avez dit avec leur voiture personnelle. Ça veut dire que ça n'inclut pas les gens qui vont louer des véhicules pour leurs vacances? Alors absolument, là c'est 65% c'est voitures personnelles, mais si on inclut
tous les gens qui vont utiliser une voiture sur le lieu de vacances, on monte à 76%. Si on compare, là on a 76%, si on compare aux autres modes de transport pour partir en vacances, bon, l'automobile c'est très majoritaire, mais les autres modes de transport, ça représente quoi? Alors on a 24% en transport collectif, train, bus, covoiturage. Ouais. Alors covoiturage, c'est pas beaucoup finalement par rapport à ce qu'on imagine parfois. Non, c'est le covoiturage, effectivement, c'est assez faible en pourcentage. Et puis vous avez l'avion aussi. Vous avez l'avion, 20%. Et effectivement, les prix des billets ont eu tendance à augmenter après le Covid. Et puis ceux qui prennent l'avion, ils peuvent quand même prendre une voiture sur place, louer une voiture. Donc on rentre dans les fameux 76% de gens qui vont utiliser une voiture au global, quoi. D'accord. Avec cette voiture, ils vont aller où cette année, les Français en vacances? Pour savoir là où je vais pas aller. Il y a trop de monde. Alors que tu adores les gens. Non, oui. Mais... les tops des destinations. Donc la première destination, c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur, un PACA, 16%. Ouais. La deuxième, c'est Aquitaine, Languedoc-Roussillon, 11%. Oui, logique. Et après, on a les pays limitrophes de la France qu'on a mis dans une catégorie qui sont à 10%. D'accord. Est-ce que vous parliez tout à l'heure du covoiturage et vous aviez l'air de dire que ça ne prenait pas beaucoup de place encore dans les chiffres? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français se sont pas vraiment mis au covoiturage? C'est surtout les jeunes, en fait. C'est ceux qui ont peu de moyens, surtout, qui ont recours au covoiturage. Alors, en fait, la proportion des gens qui covoiturent sont plutôt chez les jeunes, effectivement. Oui, c'est ça. Oui, c'est une histoire de budget. Ouais. Et puis, ça s'explique bien, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est clairement une histoire de budget, aussi de vie de famille, en fait. À partir du moment où vous avez des enfants, vous allez plutôt privilégier une voiture personnelle parce que de toute façon, vous êtes nombreux dans la voiture. Le covoiturage, c'est plutôt quand vous vous déplacez seul, à deux. Voilà. Nombreux plus les valises. On parle des comportements inavouables? Oui. Alors, comme on est dans une rubrique sécurité, comment vous les avez fait avouer ces automobilistes français qu'ils avaient des comportements inavouables? Et c'est quoi ces comportements? C'est déjà sur un questionnaire anonyme fait par Ipsos, donc je pense que les gens répondent assez honnêtement dans un questionnaire comme celui-là. C'est mettre les doigts dans son nez au volant, non? Non, on n'est pas allé jusque-là. Mais on a quand même des sujets de sécurité qui sont intéressants et qui montrent que les Français, malgré les conseils des autorités, ont tendance à pas faire assez de pauses. Parce qu'on a 38% qui disent que parfois ils font moins de pauses possibles pour arriver au plus vite sur le lieu de vacances. Ouais, ça... 38%, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est beaucoup. Moi, je dois avouer que parfois, ça m'est arrivé pour arriver plus vite de tracer la route le plus possible, quoi. Ouais, je pense que ça nous est tous arrivé, effectivement. Oui, moi aussi. Bon, ça se réglera avec la voiture électrique. On sera obligé de faire des pauses. Ouais, là, on sera vraiment obligé. C'est vrai qu'en voiture électrique, on a tendance à faire plus de pauses pour recharger. Et de toute façon, pour l'autonomie, on a tendance aussi à rouler moins vite. Donc, et d'ailleurs, il y a un chiffre là-dessus, c'est que 28% avouent avoir déjà calé le limiteur de vitesse au-dessus de la vitesse limite, quoi. D'accord. De toute façon, ça va changer parce que 2035, on n'aura plus le droit de vendre des voitures neuves thermiques, on sera tous en électrique. On sait de toute façon, par exemple, si on est sur autoroute, que si on cale le limiteur à 135, avec la marge d'erreur, le compteur est optimiste normalement par construction, et puis on sait qu'on a une marge de 10% au-dessus de 100 km/h. Donc on se dit, tiens, je fais mon calcul, je me mets à l'op à 135 et je suis sûr de ne pas être pris. Où est-ce qu'on peut trouver votre étude, vous, Jonathan Turban, Turban, ça me fait penser à un chanteur des années 80, directeur de Roule, R-O-O-L-E. Alors vous pouvez retrouver les résultats de l'étude sur notre site internet roule r2ole.fr. D'accord. Alors, quand même, on parlait des incivilités, là. Les hommes et les femmes sont assez inégaux face à ça. Les femmes sont top. Il n'y a que 19% des femmes qui avouent. Alors, peut-être qu'elles avouent moins facilement. Non, nous sommes très sincères. Alors que les hommes sont beaucoup plus nombreux. C'est qu'on fait vraiment plus attention. Nous, on ne met pas des doigts d'honneur quand on fait une fausse... On a 36% des hommes qui avouent effectivement commettre des incivilités, contre 19% pour les femmes. Donc, clairement, il y a une vraie différence. Bon, chapeau pour les femmes. Alors. Merci. Bon, nous sommes reconnus. Et puis, on vous souhaite surtout plein de réussite là pour l'Alpine que vous sponsorisez sur les 24 heures du Mans. C'est quoi l'ambiance là en ce moment? Merci beaucoup. Écoutez, il y a énormément de monde. Je crois que j'ai jamais vu. On est post-Covid, donc l'année dernière la date. Oui, il y a eu deux années sans public. Ouais. Il y a du monde, le départ est à 16h, et puis on croise les doigts pour l'Alpine, la voiture française par excellence dans le sport auto. Nous, super. On touche du bois, on croise les doigts. Et moi, je lance une annonce officielle. Laurence
P de Paris et de Sud Radio aimerait essayer une Alpine normale à 110. Voilà. Bisous. Allez, bon week-end à vous, Jonathan Tuchban. Merci beaucoup, merci pour Jonathan. cet échange. Directeur de Roule. Dans quelques instants, 0826 300 300, vous êtes attendu, vous avez une question à poser, vous avez besoin d'un avis. On vous attend, c'est le moment qui vous est réservé sur Sud Radio dans On parle auto. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Un petit mot également pour ceux qui nous suivent sur Facebook. Il y a eu un petit problème technique. Donc notre super Bastien, méga magique réalisateur, très doué, super beau, la totale, a réglé le problème. Et merci à Stéphane, notre troisième co-animateur de la page Facebook, de nous avoir prévenu qu'il y avait des petits soucis aussi. Tout le monde est là. Alors, nous allons maintenant vous donner la parole, puisque c'est votre moment au 0826 300 300. On accueille tout de suite Bruno. Salut Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour Bienvenue Laurence. sur Sud Radio. Alors on vous écoute, vous avez trois questions bêtes. Oh oui, parce voilà, que j'ai trois questions bêtes. voilà, c'est vous qui l'avez dit sur le mail que vous avez écrit à jeparticipe@sudradio.fr. C'est pas l'ami Jean-Luc qui se permet de juger vos questions. Non, mais elles sont bêtes, mais pas tant que ça. Ouais. À l'heure où on voit des véhicules remplis de capteurs qui nous disputent quand on met pas la ceinture, etc., qui lisent les panneaux, pourquoi n'existe-t-il pas des capteurs qui nous permettent de savoir quand la batterie va nous quitter, ou bien quand le niveau d'huile est trop bas, ou bien quand on a presque plus de liquide de refroidissement. Alors on va commencer par la fin. Alors liquide de refroidissement et niveau d'huile, il existe aujourd'hui des capteurs. Alors liquide de refroidissement, tous les véhicules n'en sont pas équipés, mais certains sont équipés. Et quand votre niveau de liquide de refroidissement est trop bas, vous avez un petit signal orange qui s'affiche au tableau de bord qui vous dit attention, le niveau est trop bas. Sur le niveau d'huile, au moment où vous allez démarrer sur beaucoup de véhicules, y compris je crois toutes les Renault, vous avez le niveau d'huile qui s'affiche au tableau de bord. Donc, pourquoi y compris toutes les Renault? Non, parce que je crois que Renault a été un des premiers à faire ça. Vous avez le niveau d'huile qui s'affiche juste avant de démarrer. Il y a même des véhicules, par exemple Porsche, depuis toujours, a l'indication du niveau d'huile sur une jauge que vous avez quand vous êtes au ralenti au feu rouge quand le moteur est chaud, ça vous indique le niveau d'huile dans le moteur. Citroën faisait ça aussi avant. Donc sur ces deux points-là, ça existe déjà. Maintenant, sur effectivement l'état de la batterie, parce que vous pouvez très bien avoir un voltmètre. Alors, on avait même dans le temps sur les voitures des ampèremètres qui vous indiquaient la consommation d'électricité. Vous pouvez très bien avoir un voltmètre qui vous donne la tension de la batterie, mais ça vous dit pas si votre batterie elle est encore en forme ou pas. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas un système qui analyse l'état de la batterie? Cette question, on va la poser à quelqu'un qui fabrique des systèmes qui analysent les batteries. Et que l'on accueille maintenant. Il s'agit de Abel Santirso. Bonjour Abel. Bonjour Abel. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc et bonjour Bruno. Des ventes Europe de CETEC, qui est leader des chargeurs de batterie. Voilà. Alors, Abel, est-ce que ça existe déjà un système qui permet de diagnostiquer la batterie, alors pas forcément roulant, mais au moins de faire un diagnostic? Alors, curieusement, en fait, c'est une pratique qui est assez courante dans le domaine du camion et peu dans le domaine de la voiture. Il y a certains constructeurs qui ont fait 2-3 essais. Jean-Luc précisait avec raison les voltmètres et les ampèremètres que l'on avait et qu'on a sans doute encore sur les anciennes. La difficulté, en fait, et c'est important, la question que posait Bruno, c'est de distinguer en fait l'état de charge et l'état de santé. Parce que ce sont deux choses différentes. L'état de charge, c'est l'état en fait de la tension de la batterie à un instant T, c'est-à-dire comment on la mesure. Et ça, c'est le voltmètre, c'est-à-dire qu'on place le plus, le moins sur une batterie. On mesure clairement la tension qui apparaît. Et si on est au-dessus de 12, 20, 12, 30, on sait que notre batterie est correcte. L'état de santé, c'est beaucoup plus compliqué. L'état de santé fait appel en fait à toute une série de mesures de résistance de la part de la batterie pour savoir si elle est capable d'absorber à un moment donné une consommation, par exemple de choses comme ça, et permettre après un redémarrage, puisqu'elle aura besoin au minimum de 80% de sa tension pour redémarrer. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué. Curieusement, dans le monde actuel de l'électronique, etc., ça demanderait quand même pas mal de choses, puisqu'il faudrait réactiver les calculateurs qui se mettent tous en route au moment précis, et qui devraient pouvoir permettre de savoir
l'état de santé de ta batterie. Donc c'est plus compliqué effectivement sur un véhicule, et les constructeurs, bon, aujourd'hui réchignent un petit peu à installer encore plus d'électronique vu les consommations actuelles. D'accord, mais il n'y a pas des petits... vous faites un petit système qui se branche sur la batterie, qui permet même depuis son smartphone de savoir où elle en est. Ça analyse quoi, ça ? En fait, le Battery Sense en fait va travailler sur l'état de santé de la batterie, c'est-à-dire qu'il va lui calculer une moyenne à partir de 5 jours d'utilisation. Il va sans arrêt envoyer une information à votre smartphone pour que vous sachiez dans quel état est la batterie à travers Bluetooth, et il vous envoie des alertes en fait. Rouge, il faut absolument charger. Orange, il faut y penser. Vert, tout va bien, pas d'inquiétude. Ça marche pour les batteries classiques des thermiques, et quid pour les batteries électriques ? Ah, des voitures électriques. Ah non, mais les voitures électriques, il y a un diagnostic intégré. Exactement. D'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Là, c'est à la limite plus simple. C'est plus simple aussi parce que le lithium est plus facile à mesurer en fait que le plomb acide, puisque le plomb acide, vous avez une tonne de choses autour qui peuvent faire que votre batterie, si elle est sulfatée, si elle est stratifiée, tout ça peut changer en fait l'état de santé de la batterie. Alors que le lithium n'ayant pas de sulfatation ni de stratification, vous avez simplement une jauge en fait qui vous permet de voir. Qui permet de voir la tension, puis la puissance, et puis l'ampérage, et voilà. Abel, ça coûte combien là, le petit truc pour Bruno qu'on met sur la batterie? Alors, on a plusieurs systèmes. Le Battery Sense en lui-même n'est pas très cher. Vous le trouvez aujourd'hui sur tous les commerces en ligne ou chez les spécialistes batterie aux environs de 50-59 €. L'utilisation du programme est totalement gratuite. Après ça, nous avons on va dire des appareils de mesure qui sont semi-professionnels, qui eux se branchent directement sur la batterie à un instant précis et qui vous mesurent clairement aussi l'état de santé de la batterie. Et là, ça coûte une centaine d'euros. D'accord. C'est à peu près ça. Voilà. Donc on peut faire un diagnostic, mais chez un professionnel, on peut faire un diagnostic de sa batterie. Absolument. Les spécialistes batterie, votre concessionnaire, même votre centre auto local, peut sans aucun problème vous établir un diagnostic de l'état de votre batterie, vous conseiller dans le meilleur des cas de la charger, et si la batterie effectivement a un gros problème, de carrément la remplacer. Juste une précision, Abel Santerso, vous qui êtes directeur vente Europe de CETEC, et puis pour Bruno qui nous a posé ces questions sur Sud Radio dans On Parle Auto, il est évident que on n'hésite pas non plus à recharger régulièrement sa batterie, surtout quand on roule pas avec. Et il y a même sur les chargeurs, moi je vous le dis parce que je l'ai vécu hier, j'ai une moto dont je me sers très peu souvent, et la batterie voulait même plus charger, et sur les chargeurs, alors j'ai acheté un CETEC pour les motos, et il y a une position reconditionnement, et ça m'a sauvé ma batterie, j'ai économisé 110 €. À l'air de rien. Et ben voilà. Donc voilà, c'est important de le dire, c'est vaut mieux prévenir que guérir, c'est un peu comme tout, quoi. Merci Laurent, c'est vrai, une charge tous les 3 mois, c'est mon credo. C'est ça, c'est pour ça. Je me souvenais de l'émission qu'on avait fait ensemble. J'ai dit, allez, on va commencer par ça. Et bien c'est super. Merci beaucoup Abel. Merci Abel. Avec grand plaisir. Merci Abel. Et merci Bruno. Bonne continuation. Merci, c'est moi. Bruno, vous êtes dans quel coin, vous? Chambéry. Chambéry, très bien. Voilà. Oh oui, ah non, ça c'est Chambourcy. On vous embrasse, très bon week-end ensoleillé partout. Dans quelques instants, eh bien, nous avons la nouvelle série de l'essai de la semaine. Ce sera la Citroën C5 Aircross restylée. Vous êtes déjà nombreux à nous rejoindre sur Facebook. Il y a Aouche, il y a Chris, il y a Stéphane. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui nous posent des questions. Je vous rappelle que vous pouvez aussi vous inscrire dès maintenant au 0826 300 300 pour venir poser votre question en direct à 13h dans l'émission On Parle Auto, et donc nous rencontrer. Et puis après l'essai, on parlera d'une voiture française qui veut révolutionner la voiture à hydrogène. Oui, et bien ça, on n'en dit pas plus pour l'instant. Teasing sur Sud Radio, à tout de suite. Le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et nous allons prendre le volant, évidemment, en vous donnant le bon chemin à suivre pour retrouver la vidéo complète de l'essai de la semaine by Jean-Luc M de Paris. En allant sur YouTube, évidemment, la page YouTube Sud Radio, vous retrouverez l'essai complet de la Citroën C5 Aircross 1,2 litre PureTech EAT8. C'est dingue, pourquoi des noms? La référence confort des SUV du segment C, ça s'appelle le segment C, une modularité digne d'un monospace avec une habitabilité généreuse. C'était un gros bébé, 4,50 m de long, coffre 580-720 litres, donc c'était la voiture des familles, on l'avait compris, mais comme je disais, un peu trop rond.
il avait un physique de gros bébé, ce C5 Aircross, et il manquait un peu de caractère. Alors, ça a été compensé par un lifting de la face avant et de la face arrière. On parle d'une voiture là. Voilà, à l'avant, la calandre elle est plus petite, avec des projecteurs LED à effet 3D, un bouclier qui est plus agressif, des prises d'air qui sont fonctionnelles, et puis à l'arrière aussi, des feux que je vais qualifier de plus tranchants. À l'intérieur, la fonctionnalité des 3 sièges arrière, ça c'est important pour les familles, parce qu'à l'arrière, on a 3 sièges qui sont indépendants, coulissants et de même largeur. Donc ça permet de mettre, par exemple, 3 sièges bébés, si vous avez des triplés, Laurence. Oui, ça va être un peu tard là. Des triplés de chat peut-être. Bon, la qualité de fabrication progresse, en particulier avec un garnissage de la planche de bord qui est plus valorisant et plus agréable au toucher. Le système d'infodivertissement aussi a changé. Et, il ressort désormais de la planche de bord et offre un écran de 10 pouces qui est plus réactif. Enfin, la console centrale a été redessinée avec le sélecteur de boîte automatique à levier. Moi, je trouve pas ça terrible. On a ça sur tous les modèles de Stellantis maintenant. On a l'impression qu'ils ont acheté ça en gros en Chine et qu'ils le mettent sur toutes les voitures pour écouler le stock. Bon, bref, sous le capot, le moteur le plus vendu, c'est le 1,2 litre PureTech essence 130 chevaux. Pas d'hybridation. Si vous voulez l'hybridation, il faut passer directement à l'hybride rechargeable. Évidemment, beaucoup plus cher. Ouais. Et on regrettera l'hybridation un petit peu plus loin quand on va parler de la consommation. C'est sans doute le principal défaut de la voiture. Alors, si on cherche un véhicule confortable, le contrat vraiment est rempli. Chez Citroën. J'ai même poussé le vice à chercher des routes avec des ralentisseurs. Vous allez me dire, ça y est, il a pris la foudre. Ceci étant dit, il y en a partout. Donc. Il y en a partout. Ça passe presque sans secouer. Donc, j'ai trouvé la solution pour les ralentisseurs illégaux, acheter un C5 Aircross, et ils ne sont plus illégaux. On peut les passer sans perdre une vertèbre ni un plombage. Bon, c'est pas tout à fait l'effet tapis volant de la Citroën C5X, mais on n'en est pas loin. Alors pour autant, ce confort de charentaise ne s'accompagne pas d'un comportement pantouflard. Le C5 Aircross est un peu moins dynamique qu'un Peugeot 3008, mais il est sécurisant et suffisamment réactif sur les routes sinueuses. Il est également silencieux à allure raisonnable. De toute façon, on n'a pas envie de rouler sportivement avec cette voiture, hein. Même s'il y a un mode sport qui peut être sélectionné. J'en ai parlé avec les gens de Citroën, m'ont dit d'ailleurs, on voulait changer le nom pour dynamique, mais c'était trop compliqué. Juste changer, passer de sport à dynamique dans les menus, c'était un tel travail qu'ils ont renoncé. Bon, c'est d'autant plus inadapté que même en roulant gentiment, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une voiture qui est assez gourmande. Moi, vraiment, en respectant la limitation de vitesse strictement et sans accélérer de façon trop marquée, j'ai consommé 8 litres au 100, ça fait beaucoup. C'est là que l'hybridation aurait été intéressante, parce que 8 litres au 100, c'est ce que consommait, souvenez-vous, même moins que ça, on devait être à 6 litres 5 récemment là, avec un Lexus qui avait juste 2 fois plus de puissance. Donc, on voit le retard qu'a pris Stellantis en matière d'hybridation simple. Je ne parle pas des hybrides rechargeables. Bon, les tarifs, ça démarre à 27 850 €. Finalement, c'est plutôt une bonne affaire. C'est 500 € de plus que l'ancienne version, tout en étant mieux équipé, en étant plus confortable, parce que les sièges sont aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais les sièges sont également plus confortables. C'est vraiment Pullman dans la catégorie. Alors moi, la version que j'avais, qui est une version Shine Pack, ultra équipée, est à 38 400 €. Et vous avez en plus 1074 € de malus, ça pique un peu les yeux, mais ça reste compétitif dans la catégorie, en particulier face à son cousin, le Peugeot 3008. On peut hésiter entre les deux. Donc si vous voulez du dynamisme à la conduite, un 3008, mais si vous voulez du confort et de la modularité, un C5 Aircross. Et comme il a un peu plus de caractère, et ben voyez, entre les deux, ça serait mon choix. D'accord, et ben voilà, on va suivre votre choix. Le choix de l'ami Jean-Luc sur l'essai de la semaine, avec ce fameux, alors vous prenez bien note sur vos tablettes, Citroën C5 Aircross. PureTech EAT8. Et je vais enlever le 130. EAT, c'est pour la boîte de vitesse automatique qui est très bonne d'ailleurs. Oui, très bien. Très douce. Très douce, je suis assez d'accord avec vous. Ça se marie bien avec la douceur générale de la voiture. Vous pouvez bien sûr retrouver la vidéo complète, même si vous avez pu en profiter aujourd'hui grâce à Bastien, notre réalisateur, qui est aussi maintenant réalisateur Visio Radio, on va l'appeler comme ça, puisqu'il y a un extrait qui est passé sur la page Facebook de Sud Radio, évidemment sur la page YouTube, et on vous remercie évidemment de plus en plus, parce que vous êtes très très nombreux à nous retrouver sur YouTube, la page Sud Radio. Allez, on continue, on va découvrir autre chose là maintenant. Une voiture révolutionnaire. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente
Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Attention les yeux, car l'avenir est là, dans le studio de Sud Radio. L'avenir a été scellé cette semaine, on en parlera dans les brefs tout à l'heure, mais 2035, oui. fin des moteurs thermiques. Ouais, donc, tout à fait. On va accueillir tout de suite Fawzi Anadja, qui est le cofondateur de Namix. Bonjour Fawzi. Bonjour. Pour parler d'une voiture assez révolutionnaire, quoi. Une voiture, alors, qui est une voiture électrique, on va le préciser dès le départ, mais qui fabrique son électricité à bord à partir d'hydrogène, grâce à une pile à combustible. Et avec une nouveauté, c'est que vous allez stocker l'hydrogène de façon différente de ce qu'on voit habituellement, puisque habituellement on a des gros réservoirs qu'on remplit dans des stations-service qui ressemblent à une station-service traditionnelle où on distribue du GPL par exemple. Et là, vous avez choisi une formule originale de réservoir amovible. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Alors tout d'abord, Namix, donc c'est New Automotive and Mobility Exploration. Donc il y a on voit bien que c'est français, ouais. Donc anglophone tout de suite. En fait, on s'est rendu compte quand on a commencé à développer le projet, c'est que pour nous l'hydrogène c'est une vraie solution d'avenir. On y croit à 100%. Ah ouais, on n'est pas d'accord sur ce point-là, alors en fait. Justement, mais en tout cas nous on y croit à 100%. Il y a une transition à faire dans l'automobile, c'est de l'industrie, donc c'est faut prendre un peu de temps. Mais sur le côté des capsules, en fait, on a un réservoir principal dans le véhicule. Comme la Toyota Mirai par exemple, qui a un long réservoir le long du véhicule. Et on a donc 6 capsules amovibles. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les stations de recharge hydrogène coûtent très cher à développer. Une station hydrogène avec le génie civil, c'est-à-dire tout le système qui est avec, un compresseur, les intruseurs, on est sur entre 3 et 10 millions d'euros. Ah oui. Avec le génie civil. En fait, en général, une station seule, c'est autour de 1,5 million. Mais si on coûte le génie civil autour, l'implantation, on est sur entre 3 et 10 millions d'euros. Donc le coût est assez élevé. Si on fait x10, voilà, c'est des coûts importants. Et le temps que le gouvernement, que l'ensemble des financements soient débloqués, il va se passer quelques années. Et nous, on s'est dit comment on va aller plus vite, comment on va trouver une vraie solution pour nos clients et nos futurs utilisateurs hydrogène. Et donc l'idée de pouvoir déployer plus facilement ces capsules sans le côté station de recharge classique. L'aspect moins coûteux. D'accord, parce que en fait, pour ceux qui suivraient pas l'épisode hydrogène automobile, une voiture à pile à combustible, puisqu'il y a une pile à combustible à l'intérieur qui transforme l'hydrogène avec l'oxygène de l'air en électricité. C'est ce qu'on a fait à l'école, on a la réaction inverse, c'est l'électrolyse de l'eau. Ça marche bien. Une voiture à hydrogène, ça marche bien. Le vrai problème, c'est comment je produis l'hydrogène et comment je distribue l'hydrogène. Parce que l'hydrogène a cette particularité d'être la plus petite molécule, ça passe pratiquement à travers tout, c'est pas simple, il faut le produire in situ parce que quand on le transporte, on en perd beaucoup. Moi j'ai vu récemment, là c'est 6% de perte dans le transport. Mais donc du coup, votre projet chez Namix, c'est-à-dire que ma propre voiture va faire son propre hydrogène ? Alors, si je simplifie par... Non, tu aurais des cartouches qu'on rajoute dans la voiture. Mais après, je veux dire, elle va traiter elle-même son propre hydrogène pour le changer en électricité ? C'est le même système que les voitures hydrogène classiques actuelles, sur la pile à combustible. Ce sont des moteurs électriques avant tout. Ce sont des moteurs électriques qui font tourner les roues, qui font avancer la voiture. Parce que là, pas de différence. On a une pile à combustible, en fait, en mélangeant, alors très simplement, de l'oxygène et de l'hydrogène, on produit de l'électricité, procédé chimique, dans la pile à combustible. Et l'hydrogène, en fait, habituellement, il est stocké dans un grand réservoir. Et ce réservoir, la seule manière de le remplir, c'est dans une station hydrogène qui sont coûteuses à développer. À Paris, on n'a que 3 actuellement. En France, on en a une trentaine. Il y a un plan actuellement en développement, on en aura une centaine. Mais vous imaginez, en France, il y a 11 300 stations. Service classique. Donc même si on n'en a que 1000, ça ne serait pas encore assez suffisant pour qu'on ait un maillage important et qu'on puisse vraiment rouler propre et green. Donc nous, on s'est dit, le temps que ce réseau soit développé, trouver une nouvelle solution, moins coûteuse à développer en termes d'infrastructure. On va pouvoir récupérer ces capsules dans on appelle ça des Capic Store. D'accord. Donc d'ailleurs, je vous invite. C'est des capsules d'hydrogène qui seront remplies en usine, je fais simple, et qu'on trouvera dans le commerce. Dans les stations-service ou n'importe où, en fait. Alors, évidemment, ça, c'est des sujets qui vont être bientôt traités plus profondément au mois d'octobre. En fait, on sera au Salon de Paris. D'ailleurs, on aura un stand là-bas avec le véhicule et le système qu'on a développé. Faut qu'on y aille. Donc, je vous invite grandement à venir. Et à ce moment-là, on présentera tout l'écosystème qu'on a développé autour de la capsule. Donc là, évidemment, nous avons toutes les équations de rendement. On ne peut pas les annoncer encore parce que vraiment, on est des industriels. Tout ce qu'on annonce doit être vrai et contrôlé en amont. Donc c'est juste une question de temps. La première mondiale, on l'a faite le 11 mai à Turin, chez Pininfarina. Oui, parce que la voiture, il faut préciser, elle a été dessinée par Pininfarina. Elle est magnifique. Et elle est super jolie. Alors, il y a Bastien qui l'a mis en vidéo. Voilà, Bastien va la remettre. Elle est absolument magnifique. Sur la page Facebook de Sud Radio, pardon. Ça pourrait rester en série d'ailleurs, un design comme ça. Il a été étudié dès le départ pour être industrialisable. En fait, moi, le premier brief que j'ai donné à mes équipes, à celle de Pininfarina, c'était on ne fait pas
un chocard, un prototype pour qu'il soit juste beau et qu'on puisse ensuite nos clients soient déçus. Ah bah finalement on est trop loin du non, on est parti sur. C'est pourtant ce qui s'était passé à l'époque avec la Bolloré qui avait été dessinée par Pininfarina, dont le prototype était magnifique et on a vu la Blue Car dans les rues, ça déchaînait pas les foules. On a des questions à Stéphane sur Facebook, vous savez, notre troisième co-animateur de l'émission qu'on embrasse très fort. Il faudra qu'un jour il nous envoie une photo parce qu'on n'arrive pas à voir à quoi il ressemble. En fait, on mettra des capsules comme on change des piles dans une radio. C'est aussi simple, enfin, même si c'est un peu simpliste, mais est-ce que c'est ça l'idée? Si on y pense, vous prenez la voiture télécommandée de votre enfant, ou de votre fils, ou de votre fille, et comme on change la pile qui est en bas du véhicule ou derrière le véhicule, ça sera peut-être... Presque pareil. Pas aussi facile, mais c'est le même concept, c'est de rendre facile, vous savez, dans une pile, aujourd'hui, pile pour un jouet, on a de l'électricité stockée. Oui, non, bien sûr. Mais voilà. C'est pile poil quand même. La solution pour alimenter la voiture en hydrogène, ok, d'accord, elle est novatrice. Mais pourquoi le choix d'un véhicule à pile à combustible? On sait qu'aujourd'hui, la vraie problématique de l'hydrogène, c'est qu'il est produit à 98% à partir du gaz naturel. Oui, donc en termes d'émissions de CO2, on a plus vite. On émet moins de CO2 en brûlant directement le gaz dans un moteur qu'en passant par cette filière-là. Alors vous allez me dire, oui, mais on utilisera de l'hydrogène vert. L'hydrogène vert, aujourd'hui, on en produit assez peu. Et en termes de rendement, toute la chaîne de production, on perd les 2/3 de l'énergie à la fin, donc pour le moment, c'est pas rentable. Alors, je comprends votre point de vue, sauf que nous, en fait, on est sur des prévisions à 2025-2026, où d'ailleurs, les rendements sur les électrolyseurs sont en train d'être améliorés. Oui, on est passé de 60 à 80%. Vous allez loin, vous travaillez sur l'avenir. Évidemment, si on pense à maintenant, l'équation n'est pas bonne. On pense à 6 ans avec les nouveaux partenaires que nous avons. Il y a un sujet qui est important, c'est que l'hydrogène aujourd'hui, quand il est produit de manière classique, de manière grise qu'on dit, c'est 1 kg d'hydrogène pour 10 kg de CO2. Donc forcément, c'est un non-sens. On part pas sur ça. On part sur l'hydrogène bas carbone. Bas carbone, c'est l'hydrogène vert, l'hydrogène bleu, il y a différentes Qu'est-ce qu'on appelle, voilà, vous m'avez perdu. Bas carbone, mais on reprend. L'hydrogène vert bleu. Par exemple, l'hydrogène vert, si on prend simple, l'hydrogène vert, c'est l'hydrogène produit de manière avec des énergies renouvelables. Par exemple, panneaux solaires, éoliens. Aujourd'hui, le projet d'ailleurs est entre l'Europe et l'Afrique, parce qu'en fait, en Afrique, notamment au Maroc par exemple, on est sur un plan de développement d'hydrogène vert. Il y a 8% du PIB marocain qui est investi sur l'hydrogène vert. Donc c'est, encore une fois, une vision long-termiste où on va produire massivement hydrogène vert dans les prochaines années. C'est un plan qui est prévu dans différents pays au niveau mondial. On a 30 pays qui ont annoncé un plan hydrogène dans le monde. Ça va du Chili jusqu'au Canada, jusqu'au Japon, à la Corée du Sud. Ce n'est pas que la France. Il y a un plan global sur l'hydrogène vert qui est en train d'être mis en place. Question pratique et financière, parce que je suis une fille, j'assume le fait de tenir les cordons de la bourse de mon propre porte-monnaie. Quand ça va se développer et que ça va vraiment venir à mon niveau, c'est-à-dire au niveau du grand public, ce sera un budget de combien sur ce type de voiture? On le sait déjà ou pas encore? Oui, la voiture, le 11 mai chez Pininfarina, on a annoncé les prix. On aura un véhicule d'accès à 65 000 €. D'accord. Un véhicule haut de gamme, version quadromotrice à 95 000 €, la version GTH. Oui, parce que vous affichez des performances qui sont quand même assez... Oui, c'est un véhicule premium. Oui. 300 chevaux pour le modèle de base, entre guillemets, jusqu'à 550 chevaux pour la version de moteur. C'est passionnant. Et si Namix changeait tout ce qu'on pense ne pas savoir sur l'hydrogène, c'est-à-dire que non, mais ça résout déjà un problème, c'est l'alimentation. Le fait est que de dire demain la voiture de Monsieur Tout le Monde va rouler à l'hydrogène, on se heurte au problème d'alimenter les véhicules. Et que mettre des stations partout, on sait que c'est illusoire. Par contre, le côté pile, moi je trouve ça assez marrant. En fait, aujourd'hui, c'est presque du bon sens. Il y a un sujet qui est essentiel, c'est l'énergie. Toyota, d'ailleurs, vous avez vu, Toyota vient d'annoncer un système comme le vôtre. Je vous rassure, oui, ça nous a extrêmement plu parce que nous, voilà, on nous prenait pour des fous depuis quelques années. On a fait notre annonce le 11 mai et 3 semaines après, Toyota annonce vouloir aussi partir sur ce programme. Oui, ça y est, c'est annoncé. Puis ça réagit aussi sur Facebook à ce sujet-là. Il y a Stéphane encore. Stéphane, si tu nous écoutes. Quel moteur est le plus efficient, l'ami Jean-Luc, dans l'hydrogène, Non, mais là, c'est un moteur électrique. Donc, c'est électrique. C'est moteur électrique, on sait que c'est très efficient. Il y a Céline. On va juste sur ça. Est-ce que vous savez en général le rendement que ont nos meilleurs véhicules aujourd'hui diesel? Oui, c'est 40%. Sur 10 litres d'essence, combien de litres sont vraiment utilisés que le retourne? C'est 3 litres. D'accord. C'est-à-dire que le rendement, il est pas 30% quoi. 30% aujourd'hui sur un véhicule diesel. Et encore pas forcément, ça dépend. Parce que vous avez un point de rendement sur un moteur thermique et en dehors de ce point de rendement optimal qu'on nous vend d'habitude en nous disant c'est 40%, le reste on peut très bien être à 5% dans certaines phases. On va se mettre au point mort les garçons, il faut qu'on se garde 2 ans pour passer au parking non, mais on va prendre rendez-vous et puis on se verra, régulièrement. Moi je pense même qu'on peut peut-être essayer d'imaginer une émission spéciale avec plein d'intervenants comme ça sur l'hydrogène. On en est où aujourd'hui? Céline dit moi je suis perdue, je vais investir dans une charrette et un cheval.
Il se passe tellement de choses. Voilà, on pourrait penser à une émission un peu particulière. Merci beaucoup, Fawzia Nadja. Merci à vous et à bientôt. Merci beaucoup. Avec beaucoup de plaisir. Et bravo. Écoutez, j'attends que vous arriviez à me convaincre que demain la voiture à hydrogène, ça sera pour monsieur et madame tout le monde. Moi, ce que je vais vous convaincre, c'est qu'on n'a plus le temps. Là, il faut y aller. Merci. À bientôt. Merci. Allez, à suivre la question auditeur. Vous êtes donc attendu tout de suite au 0826 300 300 sur Sud Radio. On parle auto avec vous. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et tout de suite, on vous accueille au 0826 300 300 pour poser votre question. C'est Renaud qui nous rejoint sur Sud Radio. Bonjour Renaud. Oui, bonjour. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Alors, Renaud. on vous écoute. Alors voilà, il m'est arrivé une grosse mésaventure. La Dacia Spring de ma maman a pris feu dans le garage et ça a entraîné la destruction totale de la maison. Et j'aurais voulu savoir s'il y avait déjà eu d'autres incidents avec ce véhicule. Alors oui, alors en plus, vous m'avez envoyé des photos. D'ailleurs, on a fait j'ai fait un petit montage rapide. Vous allez voir, c'est vrai que ça a brûlé totalement la maison. Il n'y a pas eu aujourd'hui d'autres incidents qui sont liés à la Dacia Spring. Et il y en aura, je pense, pas. Vous savez pourquoi? Parce que la technologie de batterie qui est utilisée sur cette voiture-là... Excuse-moi, l'ami Jean-Luc, c'est parce que la vidéo est en train de passer sur la page Facebook de l'émission On parle auto, Sud Radio. Waouh! Oh, les dégâts, quoi! Ah oui, la maison est partie complètement... Ah oui, il n'y a plus rien, quoi. Ouais. Alors, en fait, la techno de cette batterie, lithium-ion phosphate de fer, est celle qui est la plus sécure. Donc, il n'y aura pas d'embrasement spontané de cette voiture-là. Maintenant, la vraie question, c'est sur quel type de prise vous avez branché la voiture? Alors, c'était une prise dédiée avec 16 ampères, avec disjoncteur plus un disjoncteur différentiel 30 milliampères. Et reliée en 2,5 carrés. Oh, l'état de la maison. Que vous avez installé vous ou qui a été installé par un professionnel? Elle était déjà installée. Elle était déjà installée. Alors oui, parce que vous savez, je me souviens que quand Renault a lancé la Zoé et qu'ils ont commencé à équiper les maisons de prises dédiées pour la charge des voitures, ils ont sorti un chiffre, moi, qui me faisait froid dans le dos. Ils ont dit, voilà, sur 30% des installations, on a un vrai défaut de mise à la terre et en cas de problème, ça peut provoquer justement un incendie. Donc dans le cas de, j'imagine, il va y avoir une expertise qui va être faite. Hein. Oui. Voilà, donc il est fort probable que malheureusement, ce soit l'installation électrique qui soit la cause de cet embrasement. Parce que la voiture en elle-même, je vous ai dit, sur cette techno de batterie-là, il n'y a pas de problème habituellement. Alors, le début de l'incendie a commencé vraiment au niveau du capot moteur. Hein, ça... Bah oui, parce que vous avez le chargeur qui est sous le capot moteur. Donc, s'il y a eu un court-circuit qui est peut-être lié justement à l'installation électrique. Bon, ça, en aucun cas, on a eu Moi, quand je suis arrivé, parce que c'est la maison de ma mère, je me suis déplacé, il y avait encore la lumière. Donc, rien n'avait disjoncté. C'est pour ça que je doute du problème électrique. Mais il y a peut-être eu, s'il y avait un disjoncteur 30 milliampères, il aurait dû, aurait dû de toute façon disjoncter au moment où la voiture a pris feu. Et puis elle était indépendante. Moi j'ai 2-3 prises à la maison qui sont complètement indépendantes. Elles peuvent sauter elles, mais pas le reste de la maison. Un disjoncteur différentiel, à partir du moment où il y a un problème électrique sur l'auto, ça aurait dû effectivement sauter. Il y aura de toute façon. Ce qu'on fera, c'est qu'on va suivre votre histoire, Renaud. Alors, je sais que Dacia, ils sont sur votre problème, qu'il va y avoir une vraie expertise qui va être faite. Maintenant, ça serait bien effectivement de connaître la vraie cause de ça. Je vous dis oui, chez moi aussi, oui. Oui, je vous dis. Alors, la voiture, elle est vendue en Chine sous un autre nom, elle est vendue en Inde. Il n'y a pas eu jusqu'à présent. Vous êtes le premier à qui ça arrive. Donc, ils vont se pencher sur ça. C'est l'analyse précise des causes qui nous dira. Alors, d'abord, si vous allez être intégralement remboursé ou pas, parce que je ne sais pas comment vous êtes assuré non plus. Et puis, c'était la maison de votre maman, Renaud, c'est ça ? C'était la maison de votre maman. Oui. Ouais. C'était la voiture de votre maman, d'ailleurs. Oui. Et vous avez pu, les personnes qui habitaient dans la maison ont pu sortir. Il n'y a pas eu de plus de drame. Elle m'a appelé, j'ai pu la faire sortir à temps et on remercie le détecteur de fumée. Ouais. Et voilà. Et après, quand j'ai signalé que c'était un feu de voiture électrique, les pompiers ont dû prévoir du matériel adéquat et le temps qu'ils arrivent, c'était trop tard. Quoi. Oh la catastrophe. Je suis vraiment très peiné pour vous, Renaud. Très. Feu de voiture électrique, vous savez, on a eu un colonel des pompiers là, qui nous disait sur ce type de technologie de batterie, ça s'éteint avec de l'eau. Donc quand vous me dites qu'ils ont dû prévoir des choses spéciales, normalement ça s'éteint avec de l'eau. Donc, on va remettre les images là, que vous nous avez fournies, Renaud, c'est impressionnant. Bon, Renaud, moi je suis en liaison avec Dacia. Et ce qu'on fera, c'est que je vous tiendrai au courant de façon étroite sur l'avancée de l'enquête, puisque ce qui va nous intéresser, c'est l'enquête. Bon, votre maman, elle a de quoi se loger
Je vais retrouver un petit appartement en attendant. Quoi, voilà, parce que profitez d'être à l'antenne si elle a besoin de quelque chose. Il y a peut-être des gens qui peuvent l'aider. C'est dans quelle région? Là, on était là, je l'ai relogée sur Narbonne, mais elle est originaire de Buinassan. Et c'est vrai que là, en plus de l'incendie, elle est déracinée de son village et de ses connaissances. Ça fait un peu beaucoup. Ça fait beaucoup, puis le choc. Oui, à 87 ans, c'est un gros choc. Oui. Comment elle s'appelle, votre maman? Nicole. Et c'était sa maison, elle était propriétaire de la maison? Oui. En plus, donc voilà. Écoutez, on va essayer de faire un maximum pour vous aider, au moins pour avoir... Oh là là, je suis toute chamboulée, vous voyez, j'en perds mon latin, moi. Je reste en contact avec vous, Renaud. On va vous accompagner au maximum et vous faites un énorme câlin à Nicole de notre part à tous. Il n'y a pas de problème. Et puis on suit l'histoire jusqu'au bout, et humainement aussi. On vous embrasse très très fort et embrassez bien Nicole. Et bon courage. Merci Renaud, au revoir. Merci à vous. Quelle sale c'est dingue cette histoire. Moi ça me chamboule, j'ai des frissons partout. Bon allez, on va changer du tout au tout. On va parler les pneus usés. Et juste après, je vous pose une question car j'ai des places à vous offrir pour le Grand Prix camion qui va se dérouler le week-end prochain à Nogaro dans le Gers. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Et nous accueillons Dominique Stemfeld, qui est président du syndicat des professionnels du pneu. Bonjour Dominique. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Dominique. Alors on va pas parler des pneus qui brûlent dans les cimenteries. Hein. Bon, que deviennent les pneus quand ils sont usés? Alors, la filière du pneumatique est parfaitement organisée. Donc, les professionnels qui démontent les pneus usés sur les véhicules les remettent systématiquement à des collecteurs qui les intègrent dans une filière de revalorisation. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils en font, cette filière? À part des puits dans les jardins avec des petits nains autour? Alors ça, c'est effectivement très joli, mais c'est pas l'essentiel de la réutilisation des pneumatiques. Plusieurs usages en sont faits. En fait, ils peuvent être broyés et la poudrette qui résulte de ce broyage est utilisée par l'industrie qui l'agglomère pour faire des objets en caoutchouc, des revêtements de sol, des terrains de sport. Enfin, il y a une multitude d'usages qui en sont faits. Voilà. La plupart du temps, ils sont utilisés comme carburant dans des aciéries ou des cimenteries avec tous les filtres nécessaires pour éviter de polluer l'atmosphère. Et puis, il y en a un certain nombre qui sont reversés après un examen minutieux sur le marché des pneus d'occasion. Oui, on en avait parlé, effectivement. Ouais. Et puis, alors, est-ce qu'on arrive à les recycler pour refaire d'autres pneus? Alors, on fait des vêtements. Pour le moment, non. Mais bien sûr, c'est un souci que les manufacturiers ont, qui est exacerbé par le fait qu'aujourd'hui, il y a quand même une tension sur le pétrole. Et des recherches sont faites pour en extraire soit du carburant, soit pour réutiliser ces matériaux pour fabriquer des pneus neufs. Alors, on annonce horizon 2050, mais bon, les choses peuvent s'accélérer un peu. D'accord. Ça fait combien de pneus, rien qu'en France, qui sont recyclés chaque année? Alors, sur le marché du remplacement, c'est-à-dire les pneus qui remplacent des pneumatiques usées sur les véhicules, c'est 42 millions, auxquels il faut ajouter la première monte. Et en fait, il y a 59 millions de pneus, toutes catégories, qui sont collectés chaque année. Ah oui, quand même. C'est 577 000 tonnes exactement. Et ça coûte combien tout ça, là? Alors, qu'est-ce que ça coûte à l'utilisateur? En fait, dans le prix du pneu, lorsqu'il est vendu, le montant de l'éco-contribution y est intégré. Donc, ça ne coûte rien de plus à l'utilisateur. Et donc, en fait, à chaque fois qu'il achète un pneu, il s'acquitte automatiquement d'une éco-contribution, mais qui est invisible puisque c'est intégré au prix du pneu. D'accord. Il y en a pas qui profitent un peu de ce système-là? Alors moi j'ai effectivement vu quelques devis ou quelques factures sur lesquelles il y a une facturation pour recyclage. Alors ça c'est une escroquerie. Voilà. Alors ça c'est clairement une escroquerie. C'est clairement une escroquerie. En fait il n'y a rien à payer lorsqu'on achète. Voilà, contrairement à d'autres matériels comme l'électroménager ou comme le mobilier pour lesquels l'éco-contribution apparaît en pied de facture, sur le pneumatique, l'éco-contribution elle est intégrée au prix du pneu. Bon, en revanche, il y aura à payer si vous les balancez dans la nature, parce qu'on va rappeler que c'est interdit. Plus le droit. Et puis, j'en profite aussi. Eu le droit, mais... avant, c'était un peu pas toléré, mais...
Alors c'est interdit et c'est stupide puisqu'en fait les pneumatiques sont systématiquement repris et même les déchetteries aujourd'hui sont organisées pour reprendre les pneumatiques gratuitement. Donc surtout ne pas les jeter dans la nature. Et d'ailleurs Dominique, je vais conclure parce qu'il y a plein de petites sociétés dont une lilloise qui recycle les pneus, qui font des ceintures, des objets comme ça pratiques et voilà, n'hésitez pas à regarder là-dessus. Bon merci beaucoup Dominique Stemfel. Et ne jetez pas les pneus dans la nature. Exactement. Président du syndicat des professionnels du pneu. Tiens, ils en ont aussi des gros pneus, c'est les camions. Et je vous offre, avec toute l'équipe de Sud Radio, on va être très en retard, je vais aller très très vite, des places pour aller vivre le super grand prix camion qui va se dérouler à Nogaro sur le super circuit dans le Gers, avec la question suivante pour être accompagné de la personne de votre choix. Puis alors c'est des invitations VIP, on va aller sur le paddock, on va aller partout, vous allez être chouchoutés. Écoutez bien, c'est le week-end prochain, les camions de course sont de véritables bêtes de course. Il y a plus de combien de chevaux pour propulser les 5 tonnes par tracteur? Plus de 50 chevaux ou plus de 1000 chevaux? Allez, 0826 300 300, le standard vous attend, on va vous gâter. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et vous le savez, à 13h03, eh bien, c'est votre moment. Toutes vos questions, vous voulez les poser à l'ami Jean-Luc, eh bien, vous êtes les bienvenus. Beaucoup sont des questions Facebook. Je vais en sélectionner une ou deux. Mais tout de suite, eh bien, nous allons accueillir Jean-Luc. Un autre Jean-Luc. C'est pas Jean-Luc M. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Vous avez composé le 0826 300 300 avec une mésaventure avec votre Volvo. On vous écoute. Et voilà, j'ai acheté un Volvo janvier 2020 qui était de juillet 2018, 18 000 km. D'accord. C'est un mandataire, un garage à toute marque qui l'a fait venir d'Allemagne. D'accord, c'est quoi comme motorisation? Motorisation D4. D'accord, diesel donc? Ouais, diesel, boîte auto. Ouais. Et j'ai eu un grave incident là, il y a 15 jours. J'ai cassé la couronne de distribution. Ah, oui, effectivement. Grave incident, oui. Oui, donc d'entrée de jeu, le garage m'a dit, bon, c'est pas du margoulin, c'est des gens sérieux. Il m'a dit, bon, il y a un problème, puisque notre logiciel, c'était préconisé à 240 000. Le véhicule en a 230 aujourd'hui. Alors, en général, les préconisations, il y a deux préconisations. Il y a une préconisation en kilométrage et une préconisation en temps. En général, c'est 10 ans. Oui. Hein, ou, là, vous m'avez dit 240 000 km, c'est ça? Ouais. Est-ce que... Alors, oui, la voiture, elle est de 2018. Hein, elle était neuve en 2018. Ouais. Donc, elle n'a pas 10 ans. Donc, ça, clairement, de ce côté-là, c'est bon. Et... elle a toujours été entretenue parce qu'en plus, vous savez, aujourd'hui, les constructeurs, ils sont assez rigoureux. Si vous ne faites pas l'entretien en temps et en heure dans le réseau soit dans le réseau du constructeur, soit chez des réparateurs qui sont agréés, ils ne prennent pas en compte ces entretiens-là et donc vous n'aurez pas le bénéfice d'une garantie. Voilà. Alors, donc elle a toujours été entretenue au garage où je l'ai achetée. Ils ont les logiciels via le fournisseur, je sais pas lequel. Okay. Au départ, première version, ils étaient en discussion avec Volvo puisque c'était préconisé à 240 et qu'elle a cassé à 20. À 230, ouais, d'accord. Ouais. Et ils me disent, d'entrée de jeu, vous ne vous inquiétez pas, la réparation va être prise en charge. Bon, très bien. Dernière version, c'était vendredi dernier. Monsieur Billet, mais ça tombe bien parce que de toute façon, vous voulez vous appeler parce que, bonne nouvelle, la réparation sera prise en charge. Mais la version avait changé. C'était plus un problème de Volvo, c'était un problème de leur logiciel qui annonçait donc, ils m'ont redit, 240 000 au lieu de 160 000 préconisés. Alors, je ne sais pas, moi, la réalité, à combien c'est préconisé ou pas, puisque avec les nouveaux véhicules, on n'a plus rien. On est obligé de se fier au garage et à ce que dit le fait est, il y a d'ailleurs des constructeurs, on l'a vu avec le PureTech de PSA, qui ont raccourci les délais de remplacement des courroies de distribution parce qu'il y a un problème de détérioration de la courroie qui est dû au fait qu'elle trempe dans l'huile. Donc, oui, il peut y avoir effectivement en cours de vie, si vous regardez votre carnet d'entretien, ça peut très bien avoir changé entre votre carnet d'entretien et le jour J. Donc, alors du coup, oui. Donc dans votre cas, bon, moi ça me semble clair. Soit c'est l'erreur effectivement du logiciel qui disait 240 alors que c'était 160, mais ça c'est fourni par Volvo, donc dans tous les cas ils sont responsables.
L'autre cas de figure, c'est qu'elle lâche avant la préconisation, c'est aussi pour Volvo. Donc dans les deux cas, vous ne devez pas payer la réparation. D'ailleurs, le moteur, il a été beaucoup abîmé parce que la rupture d'une courroie de distribution, ça peut entraîner la mort du moteur carrément. Est-ce que dans votre cas, il y a eu un démontage et on sait quels sont les dégâts réels? Alors, il y a eu un démontage, une estimation que j'ai pas, qui a été faite à 4 500 € de réparation. Oui. En fait, moi, je roulais pas vite quand ça m'est arrivé. Je devais être à 50-60 à l'heure. Ouais, c'est pour ça que votre moteur et elle s'est arrêtée. D'accord. Bon, oui. Voilà, donc j'ai dû faire 150 mètres à la voiture, maximum, quoi. Mais bon, il y a des dégâts. Malgré tout, voilà. Écoutez, pour tirer cette affaire au clair, Jean-Luc, ce que je vous propose, je vais garder vos coordonnées, je vais mettre en contact avec Volvo la semaine prochaine et je reviendrai vers vous pour vous dire ce qu'il en est. Voilà, parce que moi j'ai appelé le concessionnaire Volvo le plus proche qui est à Mérignac. Bon, j'ai eu personne, ils m'ont dit qu'ils allaient me rappeler pour avoir un avis, quoi. Par contre, après, j'ai eu la suite. Le garage m'a dit, est-ce que vous pouvez passer? Il m'a dit, voilà, on a confirmation que la réparation va être prise en charge à hauteur de, donc vous, il vous restera 1 000 €, les consommables, etc. Bon, il ne me paraît pas aberrant, puisque si j'avais fait la réparation avant, le changement avant, j'aurais pu quelque chose. D'accord. Mais en tout cas, ce qu'ils me disent, et c'est là où ça pêche, mais on ne va pas faire la réparation. Bon, écoutez, Jean-Luc, le moteur est beaucoup trop usé. Ah oui. Oui, alors moi, ça me paraît, et c'est là que je voulais avoir l'avis d'un expert. Effectivement, alors Jean-Luc, par rapport à l'usure du moteur, du coup, toi, 240 000 km, normalement, votre moteur, il n'est pas en bout de course. Hein. Bah non. Voilà, donc mais est-ce qu'il peut être trop usé pour qu'effectivement c'est ça le problème. Si au démontage, ils se rendent compte que le moteur, effectivement, est trop usé, peuvent très bien dire on va pas faire la réparation sur un moteur qui risque de lâcher juste après. Bon, donc ça c'est possible. Alors ce que je vais faire, Jean-Luc, c'est que je vous rappelle moi dans la semaine et je vais voir avec Volvo comment on peut débrouiller cette affaire. Voilà, et puis on reviendra vers vous évidemment pour vous tenir au courant. Merci Jean-Luc en tout cas de votre appel au 0826 300 300. On a encore quelques rendez-vous avant la fin de notre rendez-vous à 13h30 et tout de suite je crois qu'on va faire un heureux gagnant. Et quand je dis un, ils sont même 3, mais on va pas les prendre tous les 3 à l'antenne. On va déjà faire bravo à Annick des Hautes-Pyrénées, Nathalie des Yvelines, et c'est Lionel que nous accueillons. Bonjour Lionel. Lionel, vous avez... faut couper votre radio derrière. La radio, oui, bonjour, je coupe la radio. Oui, c'est bien. Je m'arrête parce que je travaille. Vous êtes dans les Landes, Lionel. La question... Oui, je suis dans les Landes. Pour gagner les places VIP pour aller au Grand Prix Camion de Nogaro le week-end prochain était la suivante. Ces gros tracteurs qui sont de véritables machines de course ont plus de 50 chevaux ou plus de 1000 chevaux pour déplacer les masses. Plus de 1000 chevaux, Oui, c'était un rituel avec mon petit garçon parce qu'avant ça tombait pendant la fête des papas. Ah, c'est cool. Pratiquement pendant la fête des papas et c'est un rituel depuis que mon fils est bébé et il est devenu amoureux des camions. C'est cool. C'est la fête des pères justement. C'est la fête des pères le 19, le dimanche 19, donc on est en plein dedans. Super. Alors, au standard, on va vous expliquer tout ça, mais vous allez récupérer vos entrées directement à l'entrée de Nogaro. On vous embrasse très fort. Moi aussi, je vous remercie parce que c'est un cadeau, c'est déjà un coût à l'heure actuelle de rentrer avec les places, mais pour moi, c'est un cadeau de fête des pères. C'est aussi un cadeau pour mon fils et c'est un moment très particulier entre lui et moi. On est heureux de vous rendre heureux et vous avez raison, avec les temps qui courent, voilà, tout augmente. Là, nous, au moins, Sud Radio, on vous offre des cadeaux qui vous font plaisir et ça nous touche beaucoup. Bisous. Salut Lionel. Allez, mon petit garçon écoute la radio. Je lui fais un bisou aussi. Avec plaisir. Il s'appelle comment? Kimi. Allez, Kimi, voilà, vous l'embrassez fort. Allez, dans quelques instants, on va quitter Nogaro. On va aller dans le 77. À tout de suite. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et tout de suite, on va accueillir Olivier Debras, qui est un homme qu'on adore et qui est l'organisateur de l'automobile enthousiaste à Vinci Manœuvre. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Salut Olivier. Vous avez du pot déjà, il fait beau. Alors Vinci Manœuvre, 50 km de Paris, c'est ça, à côté de moi? J'aime bien le mot manœuvre alors qu'on va parler d'un truc de bagnole. Je trouve ça... Les créneaux, vous gérez ou bien? Mais surtout, première édition de l'automobile enthousiaste. C'est quoi l'automobile enthousiaste?
Alors l'automobile enthousiaste, c'est un rassemblement de vieilles voitures, donc de sport et de course. On a choisi une date avant-guerre, donc 1920-1940 à peu près. Et l'objectif, c'est pas un rassemblement classique où on a toutes les voitures en statique, mais par contre on les fait rouler. Et on les fait rouler en essayant de faire un parcours avec des checkpoints années 30, et tout a été fait à la main, bien sûr, avec tous mes amis. Alors des checkpoints années 30, ça veut dire que vous avez recréé une ambiance années 30. Les gens sont habillés... Oui, les gens, tout le monde est habillé en années 30. On a un peu chaud, je le cache. Parce qu'il était pudique à l'époque. D'ailleurs, oui. D'ailleurs, Laurence, on a utilisé une de tes combinaisons. Oui, j'avais fait un tournage spécial avec l'ami Olivier, et j'étais en combinaison un peu particulière de mécano de l'époque. Autant vous dire que le tissu fait 3 cm d'épaisseur. Donc tout le monde joue le jeu, donc c'est super. On a un temps sublime. Donc là, on a. Et vous avez fait en fait, alors donc c'est une route fermée, c'est ça? Exactement. Au fait, on a une route fermée qui fait 3 km 3, donc là, on peut y aller comme on veut. Les gens c'est pas une course, hein. D'accord, c'est des démonstrations en fait. Ceux qui sont venus, il y a combien de voitures présentes? Alors là, j'en attendais 26, il y en a plus 36 que 26. Bon, les gars ont vu ce qu'on faisait, donc ils sont venus comme ça. Donc on les fait tous rouler. Et puis ensuite, c'est une boucle de 7 km. Donc si tu veux, ce qui est vachement bien, c'est que le public qui voit les voitures partir, les voit revenir très rapidement. Donc les gens s'ennuient pas, il y a toujours un flux de voitures, et c'est vraiment sympa. Ouais, ça doit faire un peu de bruit. C'est le fameux, comme on n'est pas loin de mots, c'est le fameux bruit de mots, c'est ça? Alors là, Olivier, pour le côté pratico-pratique, pour que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont dans la région Île-de-France, où on écoute Sud Radio sur le 99.9, viennent vous retrouver. Juste direction Vinci Manœuvre, Vinci VINCY, plus loin Manœuvre, comme une manœuvre, ou comme le spécialiste du rock'n'roll aussi, c'est la même chose. Et c'est tout. Exactement. Et c'est dans une ferme, hein, c'est ça? Oui. C'est dans une ferme avec une cour intérieure, donc les gens peuvent se garer. On a un parking, hein, parce que là, on a vraiment de la place pour garer les gens qui viennent avec une voiture, on va dire moderne. Et on a aussi un petit statique pour les gens qui se sont pas vraiment inscrits, mais qui veulent quand même montrer leur voiture de collection. Donc on a un statique où là, les voitures restent statiques, elles bougent pas. Et on a aussi notre précaré qui est dans la cour de la ferme, donc faut pas qu'ils hésitent à rentrer dans la cour de la ferme. Et là, on a toutes qui partent régulièrement et qui reviennent. Voilà. Ouais. Alors, et comme aujourd'hui Sud Radio est très généreux, on va offrir ça à tous ceux qui nous écoutent. On peut l'offrir d'autant plus facilement que c'est gratuit. Vas-y. C'est ça. Mais non, mais c'est juste pour dire que en fait, ceux qui veulent venir vous voir n'ont rien à payer. Oui, c'est gratuit. Non, pas du tout. C'est gratuit. Il faut que les gens viennent voir. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que d'habitude, les gens qui ont des super bagnoles comme ça, ce sont quand même des gens qui sont entre 50 et 60 ans. Là, on n'a que des jeunes. Oui, et puis on a en général les papas qui viennent avec leurs fils, et les gamins roulent avec leur bagnole. Olivier, alors, attention, là... et puis surtout, c'est des voitures rares. C'est-à-dire que c'est pas le type de voiture qu'on peut voir vraiment tous les jours. Donc, il faut vraiment aller à Vinci une ou deux pour nous mettre l'eau à la bouche, et puis après... Allez, on a la petite Rosalie de tous les records qui est venue de Pau. Donc, Vincent, il s'appelle Vincent Marion, et ce type est venu de Pau, comme ça, à l'œil et tout, il est hyper sympa. On a aussi la BMW 315 de 1934. Wow. Alors là, c'est pareil, ça envoie. Il y a du beau. Ah ouais, il y a du beau. Je suis hyper content parce que je pensais pas que ça allait être aussi fourni et que le plateau soit aussi riche. C'est la première édition. Merci beaucoup Olivier Debras, organisateur de l'automobile enthousiaste à Vinci Manœuvre, à 50 km de Paris. C'est au cœur du pays de Meaux. En plus, vous allez manger du bon fromage. Et voilà, c'est super d'aller vivre ça avec ça. J'ai un ami qui y va demain. Bon, c'est cool. Et c'est aujourd'hui et demain. On va y aller, les garçons. Mais vous êtes aussi plus peut-être que les filles, tous les deux, j'adore. On vous embrasse, et Olivier, bise à tous les passionnés de la voiture. Surtout. Bon week-end. Bisous. Sud Radio. Le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Avant de retrouver l'équipe d'Alain Marty et Invino à 13h30 sur Sud Radio, nous allons accueillir Pierre-Yves qui a besoin des conseils pour conclure de l'ami Jean-Luc pour choisir sa future voiture. Conclure voiture, je faisais vers sans en avoir l'air. Salut Pierre-Yves. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour à vous deux. Est-ce qu'on vous appelle des fois Pierre? Non, pas du tout. Ah, c'est joli pourtant. Pardon. On vous écoute.
Bon, j'avais besoin des conseils de Jean-Luc parce que comme je suis père de 3 enfants, je recherche une familiale. Et donc, j'avais besoin de savoir ce qui, pour lui, était le mieux entre une Lexus LC et une Toyota Supra. Pourquoi vous rigolez, l'ami Jean-Luc? Pas parce que c'est pas vraiment des familiales, c'est 2 coupés. Va falloir couper les... Ils sont grands, vos enfants, ou pas? Non, ils sont petits. Ils sont petits, mais même petits, vous allez avoir du mal à les mettre. Oui, il faudra en mettre un dans le coffre déjà, parce que c'est des 4 places. Non, j'imagine que c'est vous pour vous faire plaisir. Exactement. Quand vous partez en amoureux. Voilà, ou tout seul. Ou tout seul. Ah, tout seul, c'est triste. Non, c'est pas triste pour aller au travail, par exemple. Ouais. Alors, c'est quand même 2 voitures totalement différentes. C'est 2 voitures que j'aime beaucoup. Il y en a une que je préfère largement. Vous allez savoir laquelle c'est. Alors, il y en a une très sportive. C'est la Supra. En plus, je viens de rouler sur circuit la semaine dernière avec une. Alors donc, c'est tout frais. Ça, c'est vraiment l'outil à utiliser. Vous passez directement à la gendarmerie, vous laissez votre permis. Pardon. Ah, c'est intéressant. Ouais, non, mais dangereux alors. C'est une sportive, quoique. Ça reste une sportive grand format. C'est une voiture qui est quand même un petit peu lourde, qui est très puissante avec un moteur BMW. Mais tout ça, vous le savez. Des vraies bonnes sensations de conduite, mais ça réclame un peu de savoir-faire quand même. D'accord. Voilà. Ça, c'est vraiment... Alors, je ne sais pas si vous voulez rouler vraiment sportivement. La Lexus, alors, on est dans complètement un autre registre. C'est une voiture, alors d'abord, magnifique. Moi, je la trouve vraiment sublime, cette voiture. Pour moi, elle a été élue plus belle voiture du monde, je crois. Oui, je suis d'accord. Elle est superbe. À l'intérieur, la finition, c'est merveilleux. Voilà. Vous avez une mécanique hybride, donc c'est moins sportif dans l'esprit que la Supra, mais c'est très largement suffisant. Vous avez un moteur V6 3,5 litres plus le moteur électrique. Donc, au total, on va dire que c'est suffisant. C'est surtout des consommations qui vont être bien plus mesurées qu'avec la Supra. Si vous l'utilisez au quotidien, alors la Supra, sur une petite route, vous ferez plus plaisir, mais pas beaucoup plus qu'avec la Lexus. En revanche, au quotidien, la Lexus, elle est plus raisonnable dans le sens... Hormis le fait que c'est une grosse voiture, ça fait 4,117 m de haut, c'est vraiment une grosse voiture. Ouais, ça fait 2 tonnes, mais les 2 tonnes, on les sent pas. On les sent pas, d'accord. Ah non, on les sent pas, vous avez un couple monstrueux, et puis cette mécanique hybride, ça marche franchement bien. Moi, c'est une voiture avec laquelle j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Donc, alors c'est pas le même budget non plus, parce que vous hésitez entre 2 voitures. Non, mais en occasion, on commence à trouver un peu sur les mêmes ordres de tarifs, donc... Ah ouais, non, il n'y a pas d'énorme différence en occasion. Non, mais la Lexus, alors elle est plus raisonnable dans un sens, mais surtout, je vous dis, au quotidien, elle est beaucoup plus agréable. C'est vraiment une voiture de luxe. Ouais, d'accord. Et c'est déjà rien qu'à regarder, avant même de rouler dedans, c'est une voiture magnifique. Et alors, Laurence qui va regarder pour vous dire si elle a envie de faire un tour. Lexus LC 500H, Laurence. Ah, moi, c'est la Supra que j'adore, mais bon, je comprends ce que vous dites. Ça c'est plus. Moi, je trouve la Lexus plus jolie. Lexus elle a plus de caractère. LC 500H. 500. Voilà. Hop. Celle-là, je la connais pas bien du tout. Elle est belle. Oh là là. Oui, elle est très belle. Elle est très. Je vais bien faire un tour. Voilà. Donc c'est bon, vous avez déjà une passagère. Avec ma meilleure amie, parce que nous, on est des filles qui adorent les voitures et on n'a pas besoin de garçons. Non, on peut mettre 2 garçons à l'arrière pliés dans le... Mais la Toyota, la Supra, elle est belle aussi. La Supra, elle est belle, mais c'est un peu plus brut, je trouve. C'est moins sophistiqué, c'est moins raffiné que la Lexus. Oui. Dans la courbe, moi, je préfère presque la Supra. Dans les courbes un peu... Alors après, je vous dis, au quotidien, le budget carburant ne sera pas le même. La Lexus est très étonnante parce que par rapport à ses performances, elle a une consommation qui est très mesurée. Bon, après, je vais recevoir un 3 cylindres, donc ça va être assez raisonnable. Je vais recevoir une Yaris GR dans pas longtemps, là, qui est sur le bateau. Donc... Ah, vous avez réussi à avoir une Yaris GR ? Absolument. Non, mais vous êtes... je l'attends de pied ferme. Vous avez du pot, hein. Alors, gardez-la, celle-là. Hein. Et allez, passez tout de suite à la gendarmerie, laissez votre permis vraiment maintenant. Parce que... J'ai tous mes points, Jean-Luc. Moi aussi, alors il n'y a pas de quoi frimer. Bon, Pierre-Yves, en tout cas, bravo. Non, Pierre-Yves, franchement, moi, mon choix, mon coup de cœur, c'est réellement la Lexus. Elle est magnifique. Très même si l'autre est plus sportive. Mais si vous avez une Yaris GR, vous n'avez pas besoin d'une sportive. Vous avez déjà l'ultime sportive. Voilà. Donc, prenez une voiture de luxe à côté. Ouais, tout à fait. Bon, on vous embrasse fort et on vous souhaite un bon choix, Pierre-Yves. Merci beaucoup. Et bisous à la famille. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.
Allez, pour compliquer. J'aimerais bien avoir ce choix-là à faire. Terminé. Ça viendra un jour. Tu joues au loto ? Non. Eh ben voilà, commence que par ça déjà. La principale actualité de la semaine, pour conclure, c'est bien sûr l'adoption par le Parlement européen de l'interdiction de la vente des véhicules thermiques en 2035. Alors, ça va être un gros bazar. Pour être plus précis, le texte fixe pour objectif une réduction de 100% des émissions de CO2 des voitures particulières et utilitaires légers d'ici fin 2035. Bon, de fait, ça exclut les voitures thermiques, y compris les hybrides et les hybrides rechargeables. Seuls les véhicules électriques qui soient à batterie ou à hydrogène pourront continuer à être vendus. Ça n'est bien sûr pas une interdiction de circulation, parce que je l'ai entendu, pour les véhicules essence ou diesel existants, ils pourront continuer à rouler. L'objectif, c'est de limiter la circulation des véhicules thermiques à l'horizon 2050, la durée de vie moyenne d'une voiture étant proche de 15 ans. Précisons enfin que le texte adopté constitue un mandat de négociation du Parlement avec les 27 États membres de l'Union. Ils devront donc fixer une position commune avant la fin du mois de juin, afin d'aboutir à un accord avant la fin de l'année 2022. En clair, ça signifie que des aménagements peuvent encore être faits. Enfin, on va pas se voiler la face. Le tout électrique, c'est pas la meilleure solution. C'est pas non plus une aussi bonne solution que le tout diesel de l'époque. Voilà. Et dans ce texte, il y a aussi une autre mesure qui est assez surprenante. Oui, un amendement baptisé Ferrari, car défendu par les députés italiens, qui permet d'exenter les voitures fabriquées à moins de 1000 exemplaires par an. Ça va donc concerner les Ferrari les plus exclusives, de même que les rares Bugatti produites ou quelques supercars qui pourront continuer à rouler à l'essence. Bon, ça va nous laisser une petite dose de rêve. Oui, puis on va en reparler. Je pense que ça va être sans doute amendé. Merci également. Beaucoup, l'ami Jean-Luc. On se retrouve samedi prochain. Avec plaisir. Bien sûr, et avec désir. Et quant à vous, vous avez maintenant rendez-vous avec Alain Marty et toute l'équipe de Invino sur Sud Radio. Bon week-end à tous.